de nouvelles couches de cette histoire refont sans cesse surface, pas seulement parce que les chercheurs examinent des objets antiques avec plus de précision que jamais, mais aussi parce que la technologie moderne révèle soudainement des choses restées cachées pendant des millénaires. Et c'est précisément pour cette raison qu'une question bouleversante se pose aujourd'hui. Le plus célèbre masque funéraire du monde a-t-il réellement été créé pour Toutankhamon ? Ou le jeune roi portait-il en réalité le visage d'une autre personne ? Avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires si tu crois que les musées nous racontent toujours toute la vérité. Et si tu aimes ce genre d'histoire tête cachée, laisse un like et abonne-toi à la chaîne, parce que cette découverte pourrait changer à jamais notre vision de l'Égypte antique. Depuis plus de 3300 ans, ce visage doré nous observe. On le retrouve sur des affiches, dans des manuels scolaires, des documentaires, des souvenirs touristiques et des musées du monde entier. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement le visage d'un pharaon, c'est le symbole même de l'Égypte antique. Mais que se passerait-il si ce visage n'avait jamais été destiné à Toutankhamon, pas à cause d'une simple erreur, pas à cause d'une mauvaise inscription, mais à cause d'une tromperie délibérément dissimulée sous plus de 10 kilos d'or, une tromperie exécutée avec une telle perfection qu'elle aurait survécu pendant plus de 3 millénaires. Ce n'est qu'au moment où des scientifiques ont examiné le masque grâce à une technologie de scan révolutionnaire qu'ils ont découvert quelque chose qui n'aurait jamais dû s'y trouver. Sous l'inscription connue de tous, ils ont détecté les traces d'une histoire plus ancienne. Un nom avait été effacé, lissé, retravaillé, puis remplacé par un autre, et ce nom n'appartenait pas à un jeune roi, il aurait appartenu à une reine, une femme qui a disparu de l'histoire comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace de son existence. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire de musée, c'est une histoire de pouvoir, de pression, de peur religieuse, et d'un tombeau qui n'était peut-être pas destiné à celui qui y reposait. Les résultats sont controversés. Ils ne sont pas officiellement confirmés, certains spécialistes les rejetteraient immédiatement, d'autres affirment que les indices ont toujours été visibles, mais que personne n'a jamais osé pousser la réflexion jusqu'au bout. Car si cette théorie est vraie, alors le visage le plus célèbre de l'histoire de l'humanité n'a jamais été créé pour Toutankhamon. Il aurait été retiré d'un autre tombeau, modifié, réécrit, puis placé sur un roi mort, parce qu'il ne restait plus assez de temps pour fabriquer quelque chose de nouveau. En novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter se tient dans la vallée des rois. Devant lui se trouve une chambre funéraire scellée. Avec précaution, il ouvre une petite brèche dans le mur. Il approche une bougie de l'ouverture. Ses mains tremblent. Derrière lui, son équipe attend dans un silence total. Quand quelqu'un lui demande s'il voit quelque chose, Carter prononce les mots qui deviendront célèbres dans le monde entier. Oui, des merveilles extraordinaires. Derrière cette ouverture se trouvait un monde qu'aucun être humain n'avait vu depuis des siècles. Des chars dorés étaient alignés contre les murs. Des statues noires gardaient la pièce comme des sentinelles silencieuses d'un temps oublié. Des coffres remplis de bijoux, des meubles raffinés, des armes cérémonielles et d'étranges figurines étaient entassés les uns sur les autres, comme si quelqu'un avait tenté de faire entrer toute la richesse d'un royaume dans un seul tombeau, en quelques jours seulement. Mais au milieu de tous ces trésors reposait l'objet qui allait captiver la planète entière. Caché au cœur de 3 cercueils emboîtés les uns dans les autres se trouvait le masque funéraire en or du jeune roi. Son poids seul était impressionnant, plus de 10 kilos d'or massif décoré de lapis-lazuli, de quartz, d'obsidienne et d'incrustations précieuses. Les yeux semblaient presque vivants. Des visiteurs racontaient ne pas plus avoir eu l'impression que ce regard les suivait partout où ils allaient. Mais pour les anciens Égyptiens, ce masque représentait bien plus qu'une œuvre d'art. C'était une technologie sacrée. L'or était considéré comme la chair des dieux. Le masque devait permettre à l'âme du pharaon de retrouver son corps après la mort. Sans lui, pensaient les prêtres, l'esprit risquait d'errer éternellement sans jamais trouver le repos. À l'arrière du masque, des artisans avaient gravé des formules de protection tirées du livre des morts. Chaque ligne, chaque couleur, chaque symbole
avait une signification précise. Rien n'avait été laissé au hasard. Pendant plus d'un siècle, le monde entier a considéré cet objet comme le plus grand chef-d'œuvre de l'art égyptien, parfaitement conservé, fabriqué spécialement pour un jeune roi mort à seulement 19 ans. Pourtant, presque dès le premier jour, certains chercheurs ont remarqué des détails étranges. Le plus troublant, c'est que les indices n'ont jamais été cachés. Ils étaient visibles depuis le début, juste sous les yeux des spécialistes. Mais personne ne voulait pousser la réflexion jusqu'au bout, parce que cela aurait signifié que tout ce que l'on croyait savoir sur ce masque était peut-être faux. La première grande question concernait le temps. Toutankhamon est mort de façon totalement inattendue, probablement à cause d'une grave blessure à la jambe qui se serait infectée. Pour les prêtres, une course contre la montre commença immédiatement, car les lois religieuses de l'Égypte étaient strictes. Un pharaon devait être enterré exactement 70 jours après sa mort, pas 69, pas 71, exactement 70. Et soudain, beaucoup de choses cessèrent d'avoir du sens, car en seulement 70 jours, il aurait fallu creuser un tombeau royal entier dans la roche, fabriquer 3 cercueils complexes, organiser des milliers d'objets funéraires, réaliser des peintures murales, procéder à la momification et en plus de tout cela, créer l'un des masques en or les plus sophistiqués de l'histoire de l'humanité. De nombreux chercheurs commencèrent alors à se poser une question dérangeante. Était-ce seulement possible ? Le tombeau lui-même paraît étonnamment petit pour un pharaon, presque étroit. Certaines peintures murales semblent inachevées, comme si les artistes avaient été forcés d'interrompre leur travail au beau milieu de leur ouvrage. Le gigantesque sarcophage de pierre présente des angles abîmés, comme si des ouvriers avaient désespérément essayé de le faire entrer dans une pièce trop exiguë. Et puis il y avait les autres objets. Certaines statues montrent des visages qui ressemblent à peine à Toutankhamon. Des bijoux semblent clairement avoir été conçus pour une femme. Sur plusieurs artefacts, d'anciens noms avaient été grattés puis remplacés par celui du jeune roi. Tout donnait soudain l'impression qu'on avait rassemblé des éléments provenant de différentes sépultures royales afin de constituer un tombeau complet dans l'urgence absolue. Et puis les chercheurs commencèrent à examiner le masque lui-même avec encore plus d'attention. Plus les spécialistes étudiaient le masque, plus certains détails devenaient troublants. Un élément qui en particulier obsédait de nombreux égyptologues. Les oreilles, les lobes du masque étaient percés. À première vue, cela peut sembler insignifiant. Pourtant, dans l'Égypte antique, chaque représentation d'un souverain avait une signification profonde. Les pharaons adultes de sexe masculin étaient presque jamais représentés avec les oreilles percées. Ce détail était généralement réservé aux enfants ou aux femmes, et c'est précisément pour cela que cette découverte posait problème. Pourquoi la représentation la plus sacrée d'un roi masculin posséderait-elle des trous d'oreilles ? Pourquoi un masque funéraire censé montrer le souverain pour l'éternité violerait-il une règle symbolique aussi importante ? Les chercheurs remarquèrent aussi que les 2 perforations n'avaient pas exactement la même forme. Elles ne ressemblaient pas à des dommages accidentels. Elles semblaient avoir été préparées volontairement pour recevoir des boucles d'oreilles, mais ce n'était pas tout. Certains spécialistes trouvaient les traits du visage étonnamment doux. La joue semblait plus fine, les lèvres plus délicates. Certains allèrent même jusqu'à décrire le visage comme légèrement féminin. À cela s'ajoutait un autre détail étrange. L'or du visage semblait présenter une teinte légèrement rougeâtre, tandis que l'or de la coiffe paraissait différent. Si tout le masque avait été fabriqué en même temps, avec le même alliage, cette différence ne devrait normalement pas exister. Peu à peu, une théorie commença à circuler, d'abord seulement à voix basse, et si le masque n'avait jamais été fabriqué pour Toutankhamon, et si le jeune roi était mort si soudainement que les prêtres s'étaient retrouvés sous une pression immense, et s'ils n'avaient plus eu le temps de créer un nouveau masque funéraire, et si pour cette raison, ils avaient pris un masque déjà existant dans une autre sépulture royale avant de le modifier, il ne restait alors qu'une seule question. À qui appartenait-il à l'origine ? Un nom revenait sans cesse. Néfertiti, tu connais probablement son célèbre visage. Le buste peint, avec son long cou et son expression calme, fait partie des œuvres les plus connues de l'Antiquité. Néfertiti était l'épouse d'Akhénaton, le pharaon qui tenta de transformer radicalement la religion égyptienne. Après sa mort, quelque chose d'étrange se produisit. Certains historiens pensent que Néfertiti devint elle-même souveraine, pas seulement comme reine, mais comme pharaon, sous un nouveau nom, puis elle est disparue brusquement de l'histoire. Son tombeau n'a jamais été identifié
identifier avec certitude. Sa momie n'a jamais pu être reconnue de façon définitive. C'était comme si quelqu'un avait voulu effacer son existence. Et c'est justement ce qui rendait la théorie si fascinante. Si Néfertiti était morte avant Toutankhamon et si elle possédait déjà un masque funéraire royal, alors ce masque aurait pu être disponible. Lorsque Toutankhamon mourut soudainement, les prêtres, pressés par le temps, auraient peut-être simplement pris ce qu'ils avaient sous la main. Soudain, les indices formaient une image inquiétante. Les oreilles percées prenaient du sens, les traits plus doux prenaient du sens, les différences de couleurs dans l'or prenaient du sens, mais il restait un énorme problème. Personne ne pouvait le prouver, car pour découvrir la vérité, il aurait fallu endommager le masque, et aucun musée au monde n'aurait permis de découper ou de démonter l'un des objets les plus précieux de l'histoire humaine. Pendant des décennies, cette théorie resta donc une idée marginale. Certains chercheurs en parlaient lors de conférences, d'autres la ridiculisaient comme une simple fantaisie. La plupart pensaient que la vérité ne serait jamais connue, jusqu'à ce qu'un accident change tout. En 2014, un incident fit les gros titres dans le monde entier. Lors de travaux de nettoyage au musée égyptien du Caire, un employé endommagea accidentellement le masque. La longue barbe cérémonielle tressée, symbole du pouvoir divin, se détacha complètement, et ce qui arriva ensuite rendit la situation encore pire. Les employés du musée paniquèrent. Au lieu d'appeler immédiatement des restaurateurs professionnels, ils tentèrent de résoudre le problème eux-mêmes. Ils utilisèrent une colle industrielle à base d'époxy, normalement destinée aux tuyaux, aux machines et aux pièces automobiles. Puis ils recollèrent simplement la barbe sur le masque. Ils espéraient peut-être que personne ne remarquerait les dégâts, mais les traces de colle étaient clairement visibles. Des surfaces dorées qui avaient traversé plus de 33 siècles sans dommages apparents étaient soudain couvertes de marques brillantes. Lorsque les images firent le tour du monde, les réactions furent choquées. Beaucoup parlèrent de l'une des pires erreurs de restauration de l'archéologie moderne. Les autorités égyptiennes réunirent alors une équipe internationale d'experts. Sa direction fut confiée au restaurateur allemand Christian Ekman. Sa mission était claire: retirer la colle industrielle et refixer la barbe selon des méthodes historiques correctes. Mais Ekman comprit rapidement qu'une occasion unique venait de s'ouvrir. Avant toute réparation, il voulut examiner l'ensemble du masque avec les technologies les plus modernes. Depuis des décennies, des rumeurs circulaient sur d'éventuelles modifications du masque. Pour la première fois, il existait une chance d'obtenir des réponses sans abîmer l'objet. L'équipe lança alors une série de scans détaillés grâce à la fluorescence X. Cette méthode permettait de révéler les différences dans la composition des métaux. Si certaines parties du masque avaient été ajoutées plus tard, on devrait théoriquement trouver des alliages différents, des soudures ou des traces de transformation. Pendant des mois, les scientifiques analysèrent dans chaque millimètre de la surface. Les résultats semblaient clairs. L'or du visage correspondait presque parfaitement à celui de la coiffe. Les hiéroglyphes portant le nom de Toutankhamon ne montraient aucune trace évidente d'un nom précédent. Les délicates incrustations de verre autour des yeux étaient intactes. Si le visage avait été retiré puis remplacé, la chaleur nécessaire aurait probablement détruit ces éléments fragiles. Pour beaucoup d'experts, l'affaire était donc close. La théorie liée à Néfertiti semblait une nouvelle fois réfutée. Les restaurateurs retirèrent la colle époxy et refixèrent la barbe avec de la cire d'abeille, exactement comme les anciens Égyptiens l'auraient probablement fait. Ensuite, le masque retrouva sa vitrine. Les livres d'histoire restèrent inchangés. Mais tous les scientifiques n'étaient pas convaincus. Un petit groupe affirmait que la technologie utilisée pouvait certes analyser la surface, mais qu'elle était incapable de détecter quelque chose d'essentiel: le passé thermique du métal. Ils posèrent alors une question dérangeante. Et si les artisans de l'Égypte antique avaient été beaucoup plus talentueux que les chercheurs modernes ne l'imaginaient, et s'ils avaient utilisé exactement le même alliage d'or pour reboucher d'anciens trous d'oreilles, et s'ils avaient complètement martelé un nom avant d'en graver un autre par-dessus, et s'ils avaient effectué ces modifications avec une précision telle que même les rayons X modernes ne pouvaient pas les détecter, car les radiographies montrent les différences de densité. Elles révèlent les fissures et les soudures, mais elles ne racontent pas combien de fois un métal a été chauffé, martelé ou remodelé, et c'est précisément là qu'une idée totalement nouvelle apparut. Certains chercheurs pensaient que les atomes eux-mêmes pouvaient conserver une mémoire, pas au sens mystique du terme, mais sous forme de micro-changements dans leur structure. Lorsqu'un métal est chauffé, travaillé ou soudé à nouveau, il laisse des traces au niveau moléculaire. Pendant longtemps, aucune technologie n'avait permis d'observer ces traces, mais en 2024, alors, tout changea. À l'Institut Max Planck de Munich, la physicienne des matériaux Dr
Elina Voss, travaillait sur une méthode d'imagerie extrêmement avancée et son domaine de spécialité était une forme d'analyse de résonance à très haute résolution capable de révéler les différences dans la structure atomique des métaux. Peu après, de son équipe reçut l'autorisation d'examiner une nouvelle fois le masque. Officiellement, il ne s'agissait que d'un test expérimental. Officieusement, certains espéraient quelque chose de beaucoup plus grand. L'examen eut lieu de nuit. Après la fermeture du Grand Musée égyptien, la salle était silencieuse. Des agents de sécurité se tenaient près des portes. Sur de longues tables reposaient des ordinateurs et des appareils de mesure dont les écrans diffusaient une faible lumière dans l'obscurité. Au centre de la pièce reposait le masque. Plus tard, le docteur Voss décrivit l'atmosphère comme extrêmement tendue. Personne ne s'attendait réellement à une révélation spectaculaire. La plupart pensaient que les nouveaux scans ne feraient que confirmer ce que les analyses précédentes avaient déjà montré. Le scanner commença lentement à parcourir la surface du masque. Les données apparaissaient en temps réel sur plusieurs écrans. Pendant des heures, rien d'inhabituel ne fut détecté. Les résultats correspondaient aux analyses connues, puis le scan atteignit la cartouche portant le nom de Toutankhamon. Et soudain, tout changea. L'archéologue égyptien Dr Ahmed Hassan, présent cette nuit-là, raconta plus tard que la pièce était devenue totalement silencieuse. Sur l'écran apparurent des motifs irréguliers, juste sous les hiéroglyphes gravés. C'était comme si le métal avait conservé une histoire différente à cet endroit précis. Au début, l'équipe pensa à une erreur technique. Le scan fut relancé, même résultat. Les appareils furent recalibrés, les anomalies apparurent encore, plus les scientifiques observaient les données, plus les différences devenaient évidentes. La structure atomique de l'or sous les hiéroglyphes avait été modifiée, pas accidentellement. Délibérément, le métal portait les traces de martelage, de lissage et de retravail, et que c'était comme si quelqu'un avait volontairement effacé la surface d'origine avant d'y graver de nouveaux symboles. Mais la véritable surprise arriva ensuite. Et les chercheurs décidèrent d'analyser l'ensemble du masque couche par couche. Lorsqu'ils étudièrent les zones des oreilles, ils découvrirent quelque chose qu'aucune technologie précédente n'avait révélé. Sous la surface parfaitement lisse de l'or se trouvaient deux inserts cylindriques. Les trous d'oreilles originaux avaient bel et bien été rebouchés. Et ce qui était encore plus incroyable, c'était la précision de ce travail. Les morceaux d'or ajoutés semblaient composés presque exactement du même alliage que le reste du masque. Ensuite, la surface avait été martelée et polie avec une telle maîtrise que même les scans au rayon X modernes n'avaient détecté aucune différence. C'est-à-dire qu'il y a, pendant un instant, personne ne parla. Car si les trous d'oreilles avaient été volontairement fermés, cela signifiait que le masque avait bien été conçu à l'origine pour quelqu'un portant des boucles d'oreilles. Puis vint la découverte qui éclipsa tout le reste. Le scanner révéla une étrange signature thermique le long de la frontière entre le visage et la coiffe. Plus tard, le docteur Voss parlerait d'une sorte d'ombre thermique. La structure métallique de cette ligne différait nettement du reste de l'or. Cela signifiait que cette zone avait été exposée à une chaleur différente à un moment donné. Les chercheurs commencèrent alors à comprendre ce que cela pouvait impliquer. Si le visage avait été retiré puis remplacé, la connexion aurait probablement été réalisée par l'arrière. Depuis l'avant, la chaleur aurait été trop importante et aurait détruit les incrustations fragiles autour des yeux. C'était précisément pour cela que les examens précédents n'avaient rien trouvé. La surface visible était restée presque parfaite. Mais au niveau atomique, le métal avait conservé le souvenir de la modification. Un silence pesant envahit la salle. Finalement, le docteur Hassan posa la question décisive. La technologie pouvait-elle reconstruire ce qui se trouvait à l'origine sous les hiéroglyphes actuels? Le docteur Voss répondit avec prudence. Théoriquement, oui, car même lorsqu'un nom est martelé puis effacé, de minuscules tensions émotives demeurent dans le métal. Si l'on analyse ces traces avec suffisamment de précision, il devient parfois possible de calculer l'apparence des gravures originales. Le logiciel fut lancé. La reconstruction commença. Pendant 11 longues minutes, les scientifiques observèrent les écrans sans prononcer un mot. Peu à peu, des lignes floues apparurent, puis des symboles isolés, ensuite des hiéroglyphes de plus en plus nets, et enfin un nom prit forme, pas Toutankhamon. Sur l'écran apparut progressivement un autre nom royal, Néfernéferuaton, exactement le nom que certains historiens
historiens pensent que Néfertiti adopta lorsqu'elle devint elle-même souveraine de l'Égypte. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Même les chercheurs qui avaient débattu de cette possibilité pendant des années semblaient incapables de croire ce qu'ils voyaient. Car si cette reconstruction était correcte, cela ne signifiait pas seulement que le masque avait été modifié. Cela signifiait que l'objet le plus célèbre de l'Égypte antique n'avait peut-être jamais été destiné à Toutankhamon lorsque Toutankhamon mourut de manière inattendue. L'Égypte traversait apparemment une période de profonde instabilité politique. Les bouleversements religieux provoqués par Akhenaton avaient ébranlé le royaume. Des luttes de pouvoir se déroulaient dans l'ombre et les prêtres se retrouvaient face à un problème qu'ils ne pouvaient pas admettre publiquement. Le roi était mort. Mais rien n'était prêt pour son enterrement. Aujourd'hui, certains chercheurs pensent même que le véritable tombeau royal destiné à Toutankhamon aurait plus tard été récupéré par son successeur Haï. Les prêtres auraient donc été contraints d'improviser dans l'urgence absolue, et c'est précisément là que le masque entrerait en jeu. Selon cette théorie, Néfertiti aurait déjà été enterré et son masque funéraire royal aurait existé depuis longtemps. Lorsque Toutankhamon mourut brutalement, les responsables n'auraient eu d'autre choix que de réutiliser des objets déjà disponibles. Les trous d'oreilles furent rebouchés, le nom original fut effacé, un nouveau visage fut installé et le masque reçut une nouvelle identité. Si cette hypothèse est correcte, alors la tromperie fut incroyablement sophistiquée. Les artisans travaillèrent avec une précision telle qu'ils trompèrent même la science moderne pendant des siècles. Ils utilisèrent apparemment le même alliage d'or, ils rendirent les raccords invisibles, ils transformèrent la surface avec tant de soin que la vérité resta cachée jusqu'à l'arrivée des technologies les plus avancées. Dans le laboratoire, les chercheurs commencèrent désormais à relier tous les indices, les légères différences de teinte dans l'or, les traits plus féminins du visage, les oreilles rebouchées, les traces thermiques autour du visage, les hiéroglyphes retravaillés, et bien sûr, tout semblait soudain former une seule et même histoire cohérente. Et pourtant, un immense doute demeurait, car les résultats n'avaient pas encore été publiés officiellement. Plusieurs experts exigeaient des analyses supplémentaires. D'autres remettaient en question les méthodes utilisées. Certains scientifiques avertissaient qu'il était dangereux de tirer des conclusions définitives à partir de données encore incomplètes. Mais malgré cela, l'histoire commençait déjà à circuler discrètement dans les coulisses du monde archéologique. Car si cette théorie se révélait exacte, elle remettrait en cause bien plus que l'origine d'un simple masque. Cela signifierait qu'une grande partie du tombeau de Toutankhamon était peut-être composée d'objets réutilisés. Peut-être que plusieurs des trésors les plus célèbres provenaient à l'origine d'autres sépultures royales. Peut-être qu'au cours de ces 70 jours frénétiques, tout ce qui était disponible avait été rassemblé afin d'enterrer le jeune roi à temps. Et puis une question encore plus troublante surgissait. Si Toutankhamon portait le masque de Néfertiti, alors où se trouve le véritable masque de Toutankhamon? Ou pire encore, qu'est-il arrivé à Néfertiti elle-même? Car si son masque a été retiré, puis modifié, qu'a-t-on placé sur son propre visage? Son enterrement a-t-il lui aussi été transformé? Son tombeau a-t-il été pillé? Ou existe-t-il encore, aujourd'hui, quelque part dans la vallée des rois, une chambre secrète qui n'a jamais été découverte? Pour beaucoup d'historiens, Néfertiti reste l'une des figures les plus mystérieuses de l'Antiquité, une femme qui aurait peut-être gouverné l'Égypte comme pharaon avant de disparaître presque entièrement des archives officielles. Et peut-être que ce masque était justement le dernier endroit où une partie de son histoire avait survécu, caché sous l'or, caché sous un autre nom, caché pendant plus de 3000 ans. Alors au fond, quel visage regardons-nous réellement? Écris ton avis dans les commentaires. Penses-tu que le masque a vraiment été modifié ou tout cela n'est-il qu'une théorie moderne parmi d'autres? Et si tu aimes ce genre d'histoire mystérieuse, n'oublie pas de t'abonner parce que certaines vérités ne disparaissent jamais complètement. Elles attendent simplement d'être redécouvertes.